Si vous êtes là, c'est parce que vous étiez intéressé par le titre de la conf, donc DevOps, agilité, Première Guerre mondiale, y a-t-il un intrus? Donc on va parler essentiellement, je vous partage l'écran tout de suite. Voilà. Donc on va parler notamment de planification, d'innovation et même un petit peu de systémique. L'idée, ça va être d'utiliser la Première Guerre mondiale pour illustrer ces différentes notions et regarder comment est-ce qu'il est possible dans quel cadre est-ce qu'il est possible de les utiliser. Pour ça, donc avant tout, là qui je suis, moi je suis un agiliste de chez Clanic. Voilà, ça c'est comme je me décris sur le cadre professionnel. Avant tout, je suis un passionné de nouvelles technologies, je pilote des drones en FPV, je suis un passionné d'histoire et de généalogie. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai proposé cette conférence. Mon idée, mon intention était de vous faire découvrir quelques notions en histoire, tout en venant illustrer des notions d'agilité pour que, en espérant, vous repartiez de cette conférence en ayant appris un certain nombre de choses. Avant toute chose, un petit disclaimer, je ne suis pas historien. L'histoire, voilà, est une passion pour moi. Il est possible que je fasse preuve d'imprécision, d'incertitude. Si c'est le cas et que vous souhaitez m'en faire part, il n'y a aucun problème, bien au contraire, je serais ravi d'apprendre de nouvelles choses. L'histoire, voilà, pour moi, reste plus une passion qu'autre chose, et j'espère vous la partager. Deuxième disclaimer, on parle ici d'une guerre. Je ne dis ça, voilà, je ne parle pas de votre projet, je ne compare pas votre projet à un champ de bataille. Voilà, c'est une guerre, ça reste une guerre, c'est quelque chose de sérieux. J'ai perdu une quinzaine d'ancêtres dans cette guerre, dont mon grand-père au 4e degré. Voilà, c'est juste pour recadrer un tout petit peu les choses. Je voulais pas qu'on serve de la Première Guerre mondiale pour illustrer des choses forcément drôles ou autres. Voilà. Maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance, je vais vous parler de ce personnage, Moltke l'Ancien. Moltke l'Ancien, on le connaît chez les agilistes pour une citation relative à la planification, au plan. Aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi. C'est-à-dire que peu importe les plans qu'on va dresser, dès lors qu'on va commencer, dès qu'on va avancer, notre plan il sera déjà obsolète et il faudra déjà le revoir. Pour l'anecdote, c'est son neveu qui a établi le plan qui a servi aux Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il- la planification, voilà, je vais pas dire que c'est une histoire de famille, mais voilà, ce sont des penseurs qui ont énormément influé tout ce qui est stratégie, notamment en Allemagne. Deuxième citation, celui-là vous le reconnaissez un petit peu plus normalement, voilà, c'est Winston Churchill. Euh, Ce que dit Churchill, c'est que les plans ont finalement peu d'importance, donc on retrouve ce que disait Moltke l'Ancien. Par contre, la planification, elle, est essentielle. Et là, ça devient intéressant. Donc voilà, on a commencé depuis 5 minutes, je vous ai déjà perdu. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'activité de planifier plus que le plan. Le plan, ça reste quelque chose de figé, c'est une image à un instant T. Par contre, la planification, ça va vraiment être le fait de prévoir, d'anticiper, de parler, de synchroniser, prendre connaissance des différents sujets, établir des risques, des solutions de contournement, etc., etc. Et ça, même si notre plan, on sait que très vite, il va être obsolète, pardon. C'est pour ça qu'il a peu d'importance. Cette activité de planification, elle est importante. Et pour ça, comment on fait, je vais vous le dire tout de suite. Euh, j'ai un collègue Adrien Van Der Poel, on a eu une discussion il n'y a pas si longtemps. Il me parlait de roadmap. Donc voilà, quand on fait une planification, quand on planifie quelque chose, on établit une roadmap en bon gestionnaire de projet qu'on est. Il me demandait mon avis sur la traduction de roadmap. Donc forcément, pour moi, une roadmap, feuille de route. Roadmap, à la base, c'est une carte routière.
Et en fait, cette distinction, elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'une carte routière, on va retrouver vraiment le côté figé. Donc, l'idée n'est pas de savoir où est-ce qu'on est précisément sur la roadmap, hein. Sur une carte routière, il n'y a pas un vous êtes ici qui va s'actualiser, hein, ce n'est pas un GPS. Ce qu'on a, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. On sait qu'on est quelque part sur la carte, on sait tout ce qu'il y a autour, on a une idée de là où on veut aller. Maintenant, il faut lire cette carte pour prendre les bonnes décisions pour y aller. Je vais vous parler d'un petit outil connu plutôt voilà, dans l'agilité et dans le milieu du Lean. Il vient du Lean, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. L'idée, c'est on planifie quelque chose, donc on a une idée. Par exemple, moi, je suis lyonnais, je souhaite aller à Dijon. Donc voilà, je prends ma map, je regarde, voilà, c'est la 6, très bien, je pars sur la 6. Je roule, je suis sur la 6, c'est le do, hein, on fait. On est dans ce qu'on avait décidé de faire. Et ensuite, l'idée, ça va être de prendre des mesures sur notre avancement. Est-ce que ce que l'on a fait, c'est bien ce qu'on pensait faire ou non? Donc, je vais regarder les sorties d'autoroute et là, je vois que voilà, je suis au niveau d'Auxerre. Pas de chance, j'ai raté Dijon. Donc là, acte, je prends la décision. Qu'est-ce que je fais? Là, je regarde à nouveau mon plan, je regarde où est-ce que je peux prendre la sortie et je regarde comment je peux faire demi-tour, etc. Encore, ça aurait pu être pire, hein. J'aurais pu attendre d'être à Paris hein, pour regarder que j'étais pas au bon endroit. L'idée, c'est que ce check, c'est important de le faire assez régulièrement et d'être en mesure de le faire. J'aurais pu le faire avant d'avoir dépassé Dijon, ne serait-ce que pour vérifier que j'étais bien sur la bonne route. Voilà, je suis à Mâcon, Chalon, très bien, je suis sur la bonne route, je peux continuer tout droit. Je regarde à combien je suis de Dijon. Je sais que bientôt je vais devoir faire attention à la sortie. Je ne vais pas la rater parce que je suis perdu dans mes discussions, etc. Et donc le acte, je disais, on prend une décision. Est-ce qu'on continue dans cette direction parce que les mesures qu'on a prises sont bonnes? Est-ce qu'on revoit, on refait un plan, etc. Le refait un plan, il est très intéressant parce que moi, quand j'ai découvert le PDCA, je ne l'ai pas compris aussitôt. On me l'avait présenté comme ça. Le PDCA, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est vraiment une boucle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on agit, on refait notre plan, on refait, c'est vraiment une roue. On refait notre plan, le do, le check, le act, etc., etc. Donc ça, c'est bien beau, mais si je reviens sur ma Première Guerre mondiale, comment on fait notre plan initial, sachant que la guerre précédente, hein, c'est la guerre de 1870-1871, ça fait 43 ans qu'elle est terminée maintenant. Donc on a quand même besoin de prendre des mesures, mais on ne peut pas en prendre parce que on va faire des hypothèses. Et c'est vraiment ça, c'est notre plan, ça va être des hypothèses, on pense que, et il faut quand même vérifier. Et là, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça, on va simplement faire de la veille. On va regarder ce qui se passe autour, on va prendre les connaissances de chacun. Une équipe en général est assez riche de connaissances, c'est dommage de ne pas en bénéficier. Et on va regarder ce qui se passe ailleurs, quel est l'état de l'art, qu'est-ce qui se fait sur le marché, etc. Et ça nous permet de quand même confronter nos hypothèses à différentes mesures que l'on préfère. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour la Première Guerre mondiale. Entre 1870 et 1914, on a quand même eu un certain nombre de conflits impliquant des armées développées. On a eu la guerre des bourgs, hein, la guerre russo-japonaise, les guerres balkaniques. Il faut savoir que toutes ces guerres ont utilisé des nouvelles technologies qui n'existaient pas du tout avant, quand notre guerre de 1870. Et on a regardé ce qui s'est passé sur le terrain, comment est-ce que ça a été utilisé. Donc par exemple, voilà, on passe à une portée de fusil qui arrive à 2 km avec un taux de létalité qui augmente énormément. Qu'est-ce qu'on observe? Les gens se sont retranchés, les gens ont commencé à faire des trous, les gens ont commencé à avancer à couvert, à ramper. Qu'est-ce qu'on a dû voir? Il faut revoir, il faut former les gens à arrêter d'aller ramper et aller à l'offensive. Il faut revoir toute la chaîne de commandement, parce que quand tout le monde est couché, on ne sait même plus qui dirige. Fusil à répétition, pareil, il faut revoir toute la chaîne logistique, parce que quand on tire beaucoup plus, on a besoin de beaucoup plus de munitions, et il faut que derrière les munitions suivent. Donc guerre russo-japonaise, ce qu'on observait, c'était que
Au début de la guerre, ils avaient une autonomie d'environ 20 minutes en termes de tir, parce qu'avec les fusils qu'ils avaient et la chaîne logistique qui n'était pas appropriée, ils n'étaient pas en mesure de combattre. Donc du coup, ils ont commencé à partir de plus en plus avec des pactages beaucoup trop lourds. Ce qu'on observait, c'est que tout l'approvisionnement s'est construit au fil de l'eau pour être en flux tendu et livrer des armes au fil de l'eau. Je parle d'approvisionnement, c'est également les chaînes de production. On a revu les uniformes. D'ailleurs, l'uniforme français qui a tant été décrié sur la Première Guerre mondiale a été revu intégralement après avoir vu ce qui s'est passé sur la guerre russo-japonaise. C'est-à-dire qu'on a ouvert ce qu'il y avait devant pour être en mesure de ramper ou de s'allonger. Avant, ce n'était pas possible. On a commencé à rendre tout ce qui était brillant, par exemple tous les ustensiles de cavalerie, on les a rendus mat. On a doté les gens de pelles portatives, etc., etc. Donc, on est en mesure d'adapter, on est en mesure de prendre ce qu'il y a et de tirer vraiment, on va construire un plan. C'est comme ça qu'en France, on a fait le plan 17 et en Allemagne, ils ont fait le plan Schlieffen, pardon. Et puis on a commencé la guerre, et puis bah, de toute façon, voilà, comme disait Moltke l'Ancien, aucun plan ne résiste au contact avec l'ennemi, donc il a fallu revoir ces deux plans. Alors, revoir les deux plans. C'est là qu'on va parler d'innovation. Parce que finalement, on a pris des hypothèses, il faut adapter. Donc nos innovations, on va retrouver des innovations de différents ordres. On va avoir des innovations qui vont être techniques, des innovations qui vont être un peu plus par exemple, organisationnelles. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour y répondre? On va avoir vraiment tout type d'innovation. Je vais l'illustrer, ça va être beaucoup plus parlant. Des innovations techniques, c'est vraiment, on va utiliser des choses qu'on ne connaissait pas forcément avant ou qu'on n'utilisait pas forcément dans ce domaine pour regarder comment est-ce qu'on peut l'industrialiser et que ça nous serve. C'est comme ça que on a fait par exemple des photos aériennes dédiées au repérage. Plus tard, on a réutilisé des choses qu'on savait déjà, par exemple de la communication par fanion qu'on utilisait notamment dans la marine. On l'a mis à bord de ces avions pour désigner des cibles pour de l'artillerie. En fait, l'avion simplement tournait autour de la cible avec les fanions qui indiquaient que la cible était juste en dessous et l'artillerie était en mesure de désigner. L'avion, pardon, est en mesure de désigner à l'artillerie une cible et l'artillerie pouvait s'en occuper. Ces innovations elles-mêmes vont donner lieu à d'autres innovations. C'est-à-dire que quand on a une première innovation qui arrive, derrière, il faut s'organiser. C'est exactement ce qu'on voit sur nos projets en technique. Hein, quand on a, par exemple, le développement de tout ce qui va être les outils DevOps qui sont arrivés, tout ce qui est, par exemple, parler de Docker. Docker, très vite, a été suivi de plein d'autres éléments qui permettaient d'orchestrer ces conteneurs Docker. Voilà, c'est un exemple. Là, c'est exactement pareil. Une fois qu'on a vu l'avantage qu'avait, par exemple, ici l'aviation à faire du repérage, désignation de cibles, etc., on a eu une évolution assez importante de l'armée de l'air qui a vraiment été créée à ce moment-là pour lutter là-dessus. C'est ce qui s'est passé lors de la bataille de Verdun. Bataille de Verdun qu'on connaît surtout par rapport à un taux de létalité assez importante malheureusement ainsi que sa durée. Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont anticipé cette bataille, donc ont fait des repérages avant la bataille. Et ensuite, au début de la bataille, ils ont commencé par abattre l'aviation française en supprimant tous les aéroports, en bombardant les aéroports, avant même que l'aviation française puisse faire du repérage. Donc dans ce cas-là, nous ne pouvions plus voir ce qui se passait. Ils avaient vraiment un contrôle aérien finalement assez complet et volontaire. C'est ça qui est important, c'est que c'est la première fois où on se dit, bah, on en a besoin. Donc la réaction française derrière a été de créer un vol en formation pour se protéger les uns les autres de ce qu'on pouvait observer, éviter d'être pris en chasse. C'est la naissance d'une nouvelle discipline, hein, l'aviation de chasse, qui n'existait pas avant. Il faut savoir qu'avant l'aviation, on est vraiment sur un loisir, et un loisir plutôt aristocratique. C'est-à-dire que les pilotes sont plutôt issus de la bourgeoisie, et on n'est pas forcément dans une logique de vol en formation. Là, il faut revoir l'intégralité de tous les modes de pensée pour voler ensemble. Quand je dis tous les modes de pensée, c'est tous les modes de pensée ici au sein de l'équipe, mais également dans tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'autour, par exemple, les médias
utilisait les résultats de chasse qu'on pouvait constater, hein, c'est les fameux as qu'on a eu dans la Première Guerre mondiale, et s'en servait pour tenir des comptes les uns par rapport aux autres, et les uns étaient en compétition. Là, il ne s'agit plus d'être en compétition les uns par rapport aux autres, il s'agit vraiment de voler ensemble dans un objectif, un but commun. Pourquoi ce changement a été possible? Parce que là, on est vraiment sur un changement de mentalité assez important. Simplement parce que c'est un changement, tout le monde avait bien compris en quoi ce changement était nécessaire, hein, tout le monde le souhaitait, et surtout ce changement, il était urgent. C'est vraiment quelque chose qui est important sur de la conduite du changement. C'est un petit peu les étapes préalables. Si votre changement, bah, vous en avez pas besoin, vous allez pas, il va pas arriver. Et même si vous en avez besoin, hein, je peux prendre l'exemple du changement climatique, hein, où on sait qu'on doit revoir nos habitudes pour le changement climatique, et pourtant c'est urgent, tout le monde est d'accord pour le dire. Quoi, beaucoup de monde est d'accord pour le dire. Par contre, c'est pas pour autant qu'on le fait. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne désire pas changer. Là, ils savaient que s'ils montaient dans un avion qui se faisait abattre, ils désiraient quand même sécuriser leurs arrières. Donc vraiment, tout le monde avait envie d'y aller. Et ça s'est fait, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il faut savoir que pour répondre à cela, derrière, il y a toute l'organisation qui a été revue aussi sur le terrain, c'est-à-dire que là, on revoit à nouveau une chaîne logistique, puisqu'on a du vol en formation, ça veut dire qu'il faut facilement, faut qu'il y ait toujours un certain nombre d'avions qui sont en capacité de voler, donc il faut avoir un service de maintenance, il faut former des mécaniciens, là où avant, les pilotes avaient tendance à faire un petit peu tout eux-mêmes avec une équipe très restreinte. Il faut avoir des pièces de rechange, il faut avoir notre chaîne logistique, etc., etc. À chaque fois que je peux parler de chaîne logistique, hein, vous pouvez mettre DevOps derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de répondre à nos ambitions, tout simplement. Et c'est exactement ça. Ces innovations-là, elles viennent plutôt du haut, c'est-à-dire que c'était des généraux qui étaient chargés de revoir comment on pouvait s'organiser pour répondre à une problématique. Là, je voulais aller derrière, c'est qu'on a également des innovations qui viennent, elles, plus du terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des innovations qui viennent d'initiatives individuelles et qui fonctionnent. Il faut savoir que durant la guerre des tranchées, ils avaient beaucoup, beaucoup de temps devant eux. C'est-à-dire que les offensives n'étaient évidemment pas tous les jours, et quand il n'y avait pas d'offensive, bah, ils n'avaient pas forcément énormément de choses à faire. Donc, beaucoup de personnes ont essayé de créer des choses. C'est comme ça que j'ai encore dans ma famille un certain nombre de briquets qui ont été créés à partir d'obus récupérés. Donc là, on est plus sur de l'art, hein, finalement. Ils se sont occupés en faisant des éléments artistiques. Certains ont regardé comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur capacité à travailler plus efficacement. C'est le cas ici, en photo, on a le capitaine Sellerier. Il s'est rendu compte que le corps d'obus, donc vraiment la pièce d'obus allemand, qui faisait 77 mm, coulissait parfaitement bien avec le corps d'obus français, qui lui fait 65 mm. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a récupéré simplement des obus que les Allemands jetaient sur les lignes françaises, et il en a créé des petits obusiers finalement. Il faut savoir que c'est ce type d'innovation, donc qu'on a dès les années 1914, derrière ont été vraiment standardisés. C'est-à-dire que là, c'est une initiative locale où il fait son petit truc. Derrière, ça a été remonté, c'est parti en usine, et on a vraiment fait des choses avec. Et par la suite, si on creuse, c'est vrai, c'est ce qui a donné à tout un corps qui n'existait pas avant, c'est l'artillerie de tranchée. L'artillerie de tranchée n'existait pas avant, parce que finalement, les premières tranchées, on les a observées durant la guerre des Boers et la guerre russo-japonaise, mais il y avait une faible artillerie des deux côtés à ce niveau-là, donc on n'avait pas vu ce besoin. Les guerres sont plus courtes aussi. Donc là, on a vraiment une initiative locale qui a été, alors elle n'a pas été encouragée, c'est juste qu'elle n'a pas été réprimée, qui derrière a pu donner naissance à un corps complet, un corps armé complet qui n'existait pas du tout avant. Vraiment, on a capitalisé sur cette initiative, on l'a standardisé, on a vu ce qu'on pouvait en faire. Les initiatives comme ça, ce n'est pas un exemple isolé, on en a plusieurs, hein.
Voilà, je passe, voilà, ça c'est un autre exemple par exemple, c'est la sauterelle type A, c'est un mélange entre une arbalète, on va dire, du Moyen Âge et un scorpion de l'Antiquité. Il s'agit juste d'en lancer des grenades plus loin qu'on peut le faire avec le bras de base. Avant ce type d'armes, on observait par exemple des raquettes pour lancer des armes un peu plus loin qui sont assez proches finalement de celles qu'on peut avoir pour des jouets pour chiens aujourd'hui pour lancer des balles. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que ces armes que je vous présente ici sont bien des armes conventionnelles. C'est-à-dire elles sont nées comme ça du terrain. Derrière, elles ont été élargies sur l'ensemble des différents fronts. Donc voilà, pour conclure sur ces notions d'innovation, ici l'innovation elle est propice parce qu'on a un cadre où l'innovation est possible. On a un droit à l'essai. Voilà, quand on parle de droit à l'erreur, c'est exactement ça. Il s'agit vraiment de pouvoir essayer des choses. Là, chacun était libre de faire de créer quelque chose. On n'allait pas lui dire qu'il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas le faire, que c'était pas, alors, pas le moment. Oui, ça dépend quand il le fait. Derrière, il faut le voir. Et ce droit à l'essai, surtout, il est sécurisé. C'est-à-dire que la personne va pouvoir faire les innovations qu'elle veut. Euh, Si les conséquences, en l'occurrence de l'innovation, ben, ça va pas forcément, c'est un échec, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y avait peu de moyens engagés. Il n'a pas craché un budget énorme. Il a fait juste avec les pièces de récupération. Et si ça marche pas, bah, ça ne marche pas, c'est pas grave. Il aura essayé quelque chose. Si ça marche, c'est chouette. On peut partir dessus. Voilà, on a du temps qui est dédié. Et surtout, je le disais en préambule, hein, on a un besoin d'évoluer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de besoin d'évoluer, bah, vous n'allez pas innover. Et c'est totalement normal. C'est pour ça qu'en entreprise, hein, on voit souvent que dans les grands groupes, l'innovation a une certaine inertie, là où que dans des startups, l'innovation est souvent beaucoup plus rapide. Parce que simplement, s'il n'évolue pas rapidement pour s'adapter, la startup cesse d'exister. Donc pour le coup, le besoin devient vital. Voilà pour l'innovation. On va passer maintenant plus sur on va commencer à parler un petit peu de systémique, simplement parce que la systémique, avec ça, j'ai redécouvert ma vision de la Première Guerre mondiale. Voici une carte qui représente la Première Guerre mondiale telle que j'ai pu la voir dans ma scolarité. C'est-à-dire deux fronts assez figés après une course à la mer, et derrière des généraux des deux côtés qui envoient leurs hommes à la mort pour rien. Parce que de toute façon, bah, ils auraient pu ne pas faire d'offensive, ça revenait strictement au même, parce qu'ils savaient qu'ils allaient quasiment rien gagner. Et à part me dire que bah, ils n'avaient pas forcément compris la valeur de ce que voulait dire un humain, on en tirait assez peu de conclusions. Et c'est vraiment comme ça qu'on m'avait vendu la première, quoi vendu, c'est un grand mot, hein, mais qu'on m'avait expliqué la Première Guerre mondiale durant toute ma scolarité. En la réétudiant bien plus tard, j'ai pu découvrir que la Première Guerre mondiale, c'était un peu plus complexe que ce front-là. C'était un mélange de plein de fronts. On a le front, effectivement, le nôtre, le front occidental. On a un front également est, en Russie. Après, on a des fronts dans le Caucase, côté grec, dans les Dardanelles, on est au nord de la Turquie. Front italien et le front serbe. Ici, simplement, on est en 1915. Il faut savoir que tous ces fronts ont duré tout le long de la guerre. D'ailleurs, 1915, on s'apprête à ouvrir encore un autre front qui est un front en Salonique qu'on n'a pas encore ici. Si on les représente sur une carte, on peut voir qu'il y en a un petit peu partout en Europe. C'est pas pour rien que quand on regarde dans les journaux de l'époque, hein, ce conflit est appelé la guerre européenne. Parce que finalement les combats s'établissent un petit peu partout en Europe. Il faut savoir que sur tous ces fronts, on a des Français aussi. C'est-à-dire qu'on a des Français, on a quelques Français en Italie, on a beaucoup de Français en Grèce et dans les Dardanelles. Et voilà, on n'est pas uniquement présent sur un seul de ces fronts. Donc je disais, on va parler de systémique. Pour ça, on va utiliser simplement l'approche de l'école de Palo Alto. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser son système comme voilà, des séquences d'interaction. On va dessiner des boucles
qui vont les représenter, ça va nous permettre de vraiment comprendre, d'appréhender au mieux notre système dans son ensemble. Pour ensuite, une fois que c'est fait, qu'on aura dessiné vraiment toutes les relations qu'on aura au cœur de notre système, c'est là qu'on pourra faire une stratégie à 180 degrés, c'est-à-dire on va essayer d'inverser une des relations pour avoir un effet différent et venir perturber notre système. Donc, si on reprend notre carte, c'est assez facile. On a des flèches qui sont déjà dessinées, qui représentent ici finalement les grandes offensives. Donc on va dire voilà, qu'on a une séquence d'interaction minimale déjà dessinée. C'est évidemment un très 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 gros raccourci. Ce qu'on cherche à faire ensuite, c'est rompre l'équilibre de système. Un système va chercher de lui-même à avoir un certain équilibre. On parle d'homéostasie. Il s'agit vraiment voilà, notre système, il est voué à ne pas trop bouger. Quand je parle de système ici, l'ensemble ici est un système, mais on peut voir aussi chacun de ces fronts comme un sous-système. On a un système où on a de base un équilibre. C'est le cas ici par exemple en France, hein, où on avait des offensives allemandes particulièrement importantes, et en France, on se contentait beaucoup simplement de défendre, on avait peu d'offensifs. A contrario, sur le front Est, on avait des offensives à la fois allemandes et de l'Empire austro-hongrois, et on avait l'Empire russe qui, lui, était en souffrance de son côté. S'il avait pris l'initiative au tout début, après, derrière, il a eu beaucoup de mal à faire face aux forces cumulées des forces centrales. Donc, pour ça, ils ont demandé simplement à accroître les offensives de l'autre côté pour essayer qu'il y ait moins d'offensives côté russe. Et c'est là qu'on peut revoir finalement l'approche de Palo Alto. C'est exactement ça. On a notre système qui a notre équilibre. Pour que je souffle moins d'un côté, on va demander à mettre plus de pression de l'autre, en espérant que les Allemands remettent des forces un peu plus sur notre front. Et comme ça, les Russes pourraient être un peu plus tranquilles. En modifiant les représentations. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière et creuser, puisque finalement c'est un petit peu le risque en systémique, hein, c'est qu'on va faire des relations et très vite on peut faire des erreurs qui est qu'on va interpréter quelque chose et en fait c'était pas forcément ce qu'on pensait, hein, c'était une supposition ou une incertitude, une croyance et finalement il s'avère que non. C'est pour ça, là, je refais le lien avec le PDCA, hein, prendre des mesures régulières. On peut aussi avoir des effets qui sont pas forcément les effets escomptés. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre son système dans son ensemble, parce que parfois, dans tous les cas, on cherche à déstabiliser le système pour obtenir une évolution. En le déstabilisant, on peut empirer les choses. Et c'est même souvent le cas, c'est pour cela qu'il faut y aller vraiment avec des pincettes, avoir quand même une idée de ce qu'on fait et être sûr d'identifier un petit peu toutes les relations. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les boucles causales pour essayer de dessiner l'ensemble de nos interactions. Donc, première relation, elle est assez simple. Nombre d'offensives sur le front ouest aurait un impact négatif. Le côté négatif est représenté par le petit rond que j'ai juste là, sur le nombre d'offensives sur le front est. Un point d'interrogation, puisque simplement c'est une supposition, on n'en est pas vraiment sûr. Tant qu'on ne l'a pas vraiment vérifié, hein, ça semble logique. J'aurais même pu rajouter 2 barres pour dire que l'effet ne va pas être instantané, parce qu'il va falloir le temps aussi que les forces qui soient ici aillent de ce côté-là. Donc dans tous les cas, l'effet va être à retardement. Pour vérifier tout ce qu'il y a derrière, on va devoir creuser finalement chaque relation et pour mieux les appréhender. Donc finalement, qui dit augmenter le nombre d'offensives sur le front ouest, on va avoir 2 contraintes. Contrainte représentée ici avec le C. On va avoir un besoin d'hommes plus important sur le front et on va avoir besoin de munitions et d'armes. Qui dit des hommes sur le front demande des formations. Qui demande des munitions et des armes demande plus de production dans les usines et plus d'approvisionnement sur le front. Un meilleur approvisionnement sur le front. Dans tous les cas, on est contraint par cet approvisionnement
On a beau produire, si on produit, mais que derrière, bah, l'approvisionnement, on n'est pas en mesure d'acheminer ce qu'on produit, ici, on n'a pas d'armes. Donc, on a vraiment deux contraintes différentes. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de logistique, approvisionnement, en disant vous pouvez faire voir du DevOps, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas en mesure de déployer, bah, tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez construit, ça ne sert à rien. Parce que finalement, vous ne pouvez pas le montrer, vous ne pouvez pas inspecter en espérant avoir du feedback, des choses comme ça. Et derrière, vous en tirez aucune leçon. Donc, d'un point de vue utilisateur, c'est comme si vous n'aviez absolument rien produit tant que ce n'est pas livré, tant que eux ne l'ont pas entre les mains. Cette notion d'approvisionnement, elle est essentielle. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, l'approvisionnement, c'est-à-dire des chemins de fer qui vont jusqu'au front, et ensuite toute une chaîne logistique pour faire les derniers mètres de là où s'arrête le chemin de fer au front directement. Si entre-temps mon chemin de fer il est bombardé, bah, j'ai plus d'approvisionnement sur le front. Si derrière nos offensives elles ont bien avancé, on a avancé de 10 km, ah bah là on a un effet que j'aurais pu, mais je ne l'ai pas modélisé celui-là, mais j'aurais pu, on a un effet directement sur l'approvisionnement sur le front. Parce que nos chaînes logistiques, bah, elles sont pas dimensionnées pour faire ces 10 km supplémentaires. Donc on va avoir besoin de les revoir. Donc vous voyez toute la complexité finalement qu'on peut avoir. Et c'est bien important d'identifier toutes ces différentes relations. Là, le système est relativement simple parce qu'on n'a pas encore de boucle. Si on creuse un petit peu plus, on peut voir des boucles apparaître. Donc, on a plus d'hommes sur le front. Qui dit plus d'hommes sur le front dit bah, on a moins d'hommes dans les usines. Et donc, on a moins de production dans les usines. Donc là, typiquement, on a une boucle qui en plus est un petit peu paradoxale parce que si on voit que si on accroît ici, on va diminuer nos capacités là et on ne sera plus en mesure d'accroître nos offensives. Donc, une solution pourrait être de regarder comment est-ce qu'on peut modifier ces aspects-là, ces aspects-là. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de femmes dans les usines, chose qui n'existait pas spécialement avant la Première Guerre mondiale. C'était un moyen d'enrayer cette boucle et de garder des choses à disposition, des hommes à disposition sur le front. Si on continue de tirer, qui dit plus d'offensives dit bah, plus de décès, hein, plus de blessés. C'est assez inévitable, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Qui dit plus de décès, qui dit plus de blessés, dit moins d'hommes sur le front. Même pire, on va avoir des besoins de mettre de la propagande en place parce que finalement, ces décès, ces blessés, il faut bien expliquer que si derrière des personnes ne reviennent pas dans les familles, il faut expliquer pourquoi. On ne peut pas communiquer en disant hey, tout se passe bien et derrière avoir un bilan assez lourd. Donc il y a tout un narratif à inventer pour expliquer ça. Et forcément, en fonction des résultats de la propagande, on va avoir un impact sur les hommes sur le front, sur la formation, etc. Je peux continuer comme ça pendant longtemps, je n'ai pas fait l'exercice ici, mais je pense qu'il y a encore plein d'autres relations qu'on peut venir tirer et qui peuvent venir expliquer finalement ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un carnage. Et ça n'a pas forcément eu l'effet, ça a eu un des effets escomptés, mais l'effet n'était pas aussi important que souhaité. Et ça, je suis pas sûr qu'à l'époque, ils avaient forcément toutes ces dimensions-là, parce que simplement, on était sur quelque chose de nouveau, on n'avait jamais vraiment eu une guerre d'une telle ampleur avant, et ça n'avait pas été forcément correctement anticipé. Quand on fait cet exercice, alors là, c'est assez facile, parce que on sait ce qui s'est passé, donc on tire plus facilement les relations. Quand on va utiliser les boucles causales en équipe, on va commencer simplement par identifier toutes les variables qu'on connaît. Donc on fait des post-it, sur une variable par post-it, on se met d'accord sur nos différentes variables, on les met tous au mur, et ensuite, à partir de là, on va commencer à dessiner nos différentes relations entre nos différentes variables. Ces relations, elles n'aboutiront jamais du premier coup, c'est normal, on va passer notre temps à refaire, à les corriger, à parfois une variable, on se rend compte qu'en fait en tirant derrière, il y a deux variables, voire plus. On va avoir vraiment beaucoup de choses. C'est un exercice qui est assez intéressant à faire en équipe. En équipe simplement parce que tout seul, vous voyez pas tout et c'est important pour réussir cet exercice de voir le maximum de choses. Comment voir le maximum de choses?
C'est là qu'on va parler de communication. Alors, petit changement de décor pour l'illustration. Euh, on va revoir un tout petit peu de théorique. Clausewitz, c'est un, un militaire prussien qui a entre autres théorisé ici la notion de brouillard de guerre dans son ouvrage De la guerre en 1832, hein, c'est pas tout jeune. Ce qu'explique Clausewitz, c'est que sur le terrain, on a toujours une incertitude complète de ce qui se passe. Parce que simplement, on a une absence d'informations, ou au mieux, quand on en a, les informations sont floues. Donc finalement, on ne sait même pas où sont nos propres troupes. On ne sait pas forcément ce que fait l'adversaire, etc. Il faut faire avec ce flou. Moi, cette notion, je l'ai découvert durant ma jeunesse, hein, simplement sur ce jeu. Age of Empires, il faut savoir que sur le jeu, quand on n'a pas encore reconnu quelque chose, bah, c'est tout noir, hein, comme on voit ici. Quand on a déjà vu mais qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. C'est le gris, c'est ce qu'on a là. Donc, ce qui est important de faire, bah, c'est d'aller prendre la température et essayer d'empêcher au maximum ce brouillard de guerre. Déplacez-vous sur le terrain. Quand on parle de Gamba Walk dans le Lean, c'est exactement ça, hein. On va regarder le fonctionnement réel et pas avoir une information qui nous remonte par plusieurs intermédiaires et du coup qui aurait ce certain flou. Parce que l'information n'est déjà plus à jour, l'information elle a été un petit peu déformée, elle a été interprétée, on est plein de biais de confirmation, cognitifs, pardon. C'est normal. Donc c'est important d'aller sur le terrain, de regarder ce qui s'y passe. C'est important de communiquer et de communiquer précisément. Je vais vous mettre des extraits, vous allez tout de suite comprendre, ça va beaucoup mieux parler. Voilà. Donc octobre 1915, hein, on annonce un succès en Champagne. Les Allemands avaient fait un point d'appui sur la position en seconde ligne. Voilà. 20 octobre 1915, hein, la Serbie est attaquée par les Austro-Allemands sur le front nord, les Bulgares à l'est et au sud. Ils ont déjà coupé la ligne ferrée de Salonique à Niš, par Usgub, etc., etc. Ces deux extraits, ce sont des extraits de journaux, pardon, il y en avait plusieurs. Elle a fait beaucoup de cahiers. Tenus par mon arrière-grande-tante au 4e degré, qui, chaque jour, écrivait une ligne avec toutes les informations qu'elle avait sur la guerre. Ces journaux sont passionnants et m'ont appris beaucoup de choses. Et ce qui est assez frappant, c'est à la fois quand on est sur des informations qui concernent autre que le front français, on a énormément d'informations. Quand au contraire, on parle du front français, on n'a rien. On n'a rien, on a quelques succès, et les rares succès, bah c'est d'ailleurs dans le paragraphe qui suit ici, elle explique qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on parle d'un succès comme la prise d'une butte, parce que simplement ils n'ont rien de mieux à dire. Et derrière ces informations, bah, elle a du mal aussi à comprendre l'intérêt entre les deux. Donc très vite, elle prend l'intérêt à dire celle-ci, hein. Très vite, moi dans le journal, j'apprends le nom de tous les ministres serbes, grecs, etc. J'apprends tout le côté diplomatique que je ne connaissais pas du tout avant d'étudier ces journaux. Par contre, en France, bah, simplement, on n'a rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que derrière, bah, elle interprète, elle se pose des questions. Et forcément, elle a des personnes qu'elle connaît sur le terrain. Donc, elle s'inquiète pour eux. Et cette absence d'information est encore plus parlante que les informations qu'elle a. C'est ce qu'on a ici. On a deux autres extraits, hein. Donc, elle est de Valenciennes. On lui apprend que des maisons sont pillées de Valenciennes. On ne parle pas de la sienne. Elle espère, suite à cette ligne, tous les 4-5 jours, on a des inquiétudes liées à la maison qui sont mentionnées. Parce qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'y passe. Elle sait que sa maison, effectivement, elle sera pillée d'ailleurs, mais que la cave. Les généraux s'étaient installés dans la cave, le reste, ils n'ont pas touché. Par contre, effectivement, ils ont bu beaucoup de vin a priori. Mais en fait, ça, c'est des suppositions. Elle a aucun moyen de le savoir. Pareil, manque de nouvelles de la famille, hein. Rien de Roger depuis le 17 mars.
Ce silence m'inquiète. C'est quelque chose de très 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 récurrent et ce qui rend la lecture de ces journaux très pesant, simplement parce que on a une inquiétude constante dans les journaux. Et d'un coup, on passe d'une inquiétude à 2 jours après, ça y est, j'ai des nouvelles. Et tout ça, bah, c'est soumis à interprétation parce que finalement, c'est la seule chose qu'elle peut faire. Donc, je ne veux pas dire vous, c'est pareil, parce que vous n'êtes pas en guerre, mais sur vos projets, quand vous partagez une information, posez-vous toujours la question comment cette information sera perçue. C'est dans les équipes que je peux accompagner. Régulièrement, je challenge les équipes sur, bah voilà, ils affichent un KPI, très bien, ils affichent leur vélocité dans leur PowerPoint en revue de sprint. C'est ok, c'est très bien. Pourquoi? C'est quel est pour vous l'intérêt de le faire? C'est pour montrer où on en est, etc. Est-ce que vous pensez que ça va parler? Et derrière, ce qui apparaît, c'est que effectivement, le KPI, quoi, la vélocité, bah, pour les parties prenantes, elle ne peut que la comparer avec les autres, parce qu'on ne lui a pas forcément donné les clés de lecture. Et en fait, c'est un indicateur qui ne sert qu'à l'équipe. Donc à ce compte-là, bah, pourquoi le partager en dehors de l'équipe? Autant le partager dans l'équipe. Et c'est toujours important de réfléchir à comment l'information sera lue, perçue, quand on la partage. Si d'un coup on arrête de partager des chiffres, ah, c'est pareil. C'est ok, très bien, ils ont arrêté de partager leur vélocité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même bien de l'expliquer. Je regarde juste l'heure, il nous reste quelques instants. Je vais terminer. J'avais prévu de vous partager à l'instant, on va le sauter, la lettre qu'avait écrit mon grand-père au 4e degré à sa mère. Donc il était en Salonique, hein, il a écrit une lettre indiquant finalement que tout va bien, que c'est le printemps, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, comme dirait Voltaire. Euh, et derrière, il a même joint à sa lettre une lettre en fleurs, une fleur séchée, pardon, qui est agrafée à la lettre. Euh, Faut savoir que cette lettre, donc en soi, pourquoi pas, hein, tout va bien, ça rassure, etc. Il est décédé quelques instants après cette lettre de ce que je suspecte aujourd'hui, à prendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas médecin, de la grippe espagnole. Il faut savoir qu'au moment où il a rédigé cette lettre en disant que tout allait bien, son régiment complet était en train d'être décimé par des fortes fièvres et ils étaient tous évacués vers les hôpitaux à proximité et il est décédé à Thessalonique dans un hôpital temporaire quelques instants après avoir écrit cette lettre. Sa mère n'a pas compris en recevant forcément le décès, bah, elle pensait pas, elle aurait jamais cru qu'il serait malade ou quoi que ce soit parce que les seules informations qu'elle avait étaient tout va bien. Euh, Ça sert à rien de mentir, de cacher des choses. Les choses finissent par se savoir, c'est le contraire. Dans nos cadres, on a la chance, voilà, nous on n'est pas en guerre. Personne n'est contre vous. Donc vous avez aucun intérêt à ne pas être transparent. Parce que la transparence, ça reste le meilleur moyen finalement de construire la bonne chose. C'est le meilleur moyen de partager une bonne vision et que tout le monde ait les informations sur ce que vous avez, sur quel est votre contexte. C'est si vous faites pas quelque chose, bah pourquoi, hein, pour expliquer que bah, vous avez d'autres priorités, vous pouvez pas tout faire en même temps. Il y a plein de choses qui expliquent. Ou alors au contraire, vous pouvez le faire, mais vous savez que c'est pas la bonne chose à faire parce que voilà, je veux faire quelque chose dans le cadre de mon utilisateur, mais ça serait contraire aux intérêts de l'entreprise. Bah, dans ce cas-là, c'est le boulot d'un PO, hein, qui est de prioriser entre les deux et de prendre la bonne décision. Mais derrière, il faut l'expliquer. Et il faut pas dire aux représentants des utilisateurs, non, non, mais oui, c'est noté, c'est dans le backlog, alors qu'on sait déjà que ça sortira jamais. Ou au contraire aux entreprises, aux parties prenantes côté sponsorship, d'expliquer, bah là, je suis embêté. Ils attendaient un petit peu plus ça, donc je vais avoir du mal à satisfaire les deux. Là, en l'occurrence, la priorité reste que le produit soit adapté, donc on va plutôt satisfaire les utilisateurs. Ou au contraire, là, bon, on va plus travailler par exemple sur le marketing pour que le produit soit connu avant de penser aux utilisateurs, etc. Ces exemples sont totalement fictifs. C'est à vous de trouver le juste milieu et essayer de satisfaire le plus grand nombre, mais c'est possible uniquement si vous êtes transparent sur ce que vous faites. J'en ai terminé sur dessus. Donc vous avez un QR code pour les feedbacks.
Pour les certifiés du PMI, il y aura un code qui sera en fin de sondage d'évaluation de la conférence. Je vous laisse quelques instants ce QR code. C'est la première fois que je donne cette conférence, donc je prends très 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 volontiers ces feedbacks. Souvenez-vous du PDCA. J'ai besoin de ces mesures afin que derrière cette formation, cette conférence pardon, puisse servir et que je puisse l'améliorer. Et de la même manière, le PIAF a besoin aussi de vos feedbacks aussi pour avoir des retours sur la qualité de l'auditeur, etc., de l'orateur, etc., etc. Je vous remercie.